Bienvenue à cette quotidienne très spéciale. Aujourd'hui, nous avons fait le trajet avec Croisière La Chance depuis Berthier-sur-Mer jusqu'à Grosse-Île. Et nous allons en fait vous parler évidemment de Grosse-Île, cette île qui fut bien connue pour la quarantaine. Nous sommes en période de pandémie. Nous allons essayer de faire certains liens. Vous savez aussi que Grosse-Île en fait a un lien assez intéressant avec le ministère de l'Agriculture du Canada. Nous allons tenter de vous expliquer tout ça et nous allons rencontrer Philippe, notre guide, avec qui nous allons échanger pendant cette quotidienne. Alors, bonjour Philippe. Philippe, bonjour Yannick. Tu es guide Parc Canada. Nous sommes à Grosse-Île, comme nous disions dans l'introduction. On est dans notre émission quotidienne agricole agroalimentaire. On peut se demander pourquoi. En fait, on est à Grosse-Île, mais on va voir. Il y a des liens avec l'agriculture aussi un peu. Dans un premier temps, Grosse-Île, c'est une île à peu près 2,8 km sur 800 mètres. Oui. Ça a commencé comment, Grosse-Île? C'est lié à la pandémie du choléra, c'est ça? Choléra, oui, ce qu'on appelle le choléra asiatique, qui va arriver ici en 1832. Donc ça marque vraiment l'ouverture de la station de quarantaine. C'est une grande épidémie qui nous vient de l'Inde, qui va faire des ravages en Europe. On craint qu'elle ne se rende en Amérique, au Canada, qui est une colonie britannique à ce moment-là. Donc c'est dans ce contexte-là qu'en 1832, on ouvre les portes de la station-là. Et c'est comme ça, quand on a fait la visite tout à l'heure avec ta voiture, qui nous a emmenés un peu partout, oui. On a vu le lazaret, donc c'est là qu'on mettait les malades à cette époque. Non, ça va arriver plus tardivement. Ça va arriver plus tardivement pour les Irlandais? Pour les Irlandais, oui. Spécifiquement l'année 1847, qui est l'année de la grande famine, pardonnez-moi. On va vraiment avoir un arrivage massif de réfugiés irlandais qui quittent des conditions agricoles qui sont très difficiles, une famine finalement qui sévit dans leur pays. Au départ, initialement, en 1832, on avait un tout petit hôpital dans le secteur ouest qui pouvait loger à peu près 48 patients. Donc vraiment une capacité d'accueil beaucoup plus réduite. Donc c'est seulement finalement au début du 19e siècle où on commence à avoir le secteur de l'Est, le secteur de l'Ouest? C'est plus tardivement. C'est après la tragédie irlandaise. En fait, c'est dès 1948 que l'on établit cette division entre malades et bien portants, entre l'Ouest et l'Est. Et cette division va se raffermir au gré de la modernisation du site à partir des années 1870 et en montant. Quand là également, on change de contexte de navigation. Des gens qui arrivent dans des bateaux à vapeur transatlantique plutôt que des bateaux à voile, dans des conditions de confort qui sont beaucoup plus supérieures à ce qu'on avait, alors que la station était à ses premiers balbutiements. Alors, on est en période de pandémie, comme on le sait depuis un an et demi. Ça n'a pas forcément de rapport direct avec Grosse-Île, mais on apprenait dans la visite tout à l'heure qu'on faisait avec toi que la quarantaine, en fait, dans la tête des gens, la quarantaine, c'est 40 jours. Et finalement, même à l'époque de la quarantaine de Grosse-Île, ce n'était pas 40 jours. Non, c'est ça. En réalité, c'est un séjour qui, tout au plus, peut aller jusqu'à 21 jours dans certains cas. Mais en moyenne, on parle de 12 à 14 jours environ, qui est le temps d'incubation moyenne des maladies contagieuses qu'on a ici. On parle de grandes épidémies comme le choléra, le typhus et éventuellement la variole également qui va frapper. Les quarantaines les plus courtes, on parle de 4 à 5 jours environ, de maladies comme le choléra, qui est une maladie qui est foudroyante, qui frappe très, très rapidement. Le choléra dont on voyait au lazaret, ouais. Les filtres rouges dans les fenêtres, en fait, qui protégeaient de les filtres rouges, c'est pour la variole, en réalité. La variole qui protégeait de la lumière, c'est ça? Tout à fait, oui. La variole, qui est une maladie qui rend photosensible. Donc, on avait des fenêtres teintées de rouge dans cet hôpital-là pour les gens qui étaient atteints de cette maladie-là. Les rayons UV, les rayons ultraviolets vont des fois aggraver les symptômes, augmenter la fièvre, créer des lésions, des cicatrices au niveau du corps. Donc, une telle lueur va apaiser les symptômes, filtrer la lumière rouge. Donc, l'hôpital de la variole, ça apparaît quand même plus tardivement, après les années du choléra, qui sont emblématiques des premières saisons de quarantaine à Grosse-Île. Et la quarantaine, pour revenir donc aux 40 jours, qui finalement n'est que de 21 ou de 14, il y a un lien biblique par rapport à ça? Oui, tout à fait. On pense aux 40 jours qu'a passé le Christ. Jésus a marché dans le désert pour se purifier, aux 40 jours et 40 nuits du déluge également dans la Bible. Un moment, dans les premières quarantaines qui émergent au 15e siècle, au Moyen Âge, à Venise entre autres, où on fait un lien très très fort entre la punition divine et la maladie. On associe une mauvaise piété à des vecteurs de contagion. Donc, initialement, les premiers efforts quarantenaires qui se font au 15e siècle seront de 40 jours. Rapidement, par la pratique empiriquement, on réalise que ce n'est pas nécessaire et on réduit environ à 12 semaines généralement. Alors, je voyais, donc 1832, c'est le début de Grosse-Île. Les immigrants arrivent en 1847 pour la première fois, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Les immigrants irlandais. Les immigrants irlandais arrivent pour la première fois en 1847, puis en 1937, c'est la fermeture de la station. Voilà. Mais avant qu'on parle de la fermeture de la station, puis de ce qui va s'en venir avec l'Agriculture Canada, d'où les bâtiments derrière nous, j'aimerais ça comprendre, que ce soit les Irlandais ou peu importe qui a été ici en quarantaine sur la Grosse-Île,
comment ils vivaient ces gens? Est-ce qu'ils avaient une certaine autosuffisance alimentaire? On les nourrissait parce qu'on amenait des bateaux de nourriture? Ou il y avait des champs, il y avait des boulangeries? Comment ça se passait? Très bonne question. Pour ce qui est des immigrants, on parle principalement d'un approvisionnement qui va se faire à partir soit de Montmagny ou de Québec. Donc des navettes, que ce soit des petits bateaux à vapeur ou des barques qui vont faire le transit pendant la belle saison. Je dis la belle saison parce qu'il faut comprendre que Gros-Île ne sera pas ouvert, ne sera pas en opération comme station quarantaine pendant l'hiver. C'est essentiellement d'avril à novembre que les opérations quarantenaires ont lieu ici. Donc, on peut utiliser des bateaux, des embarcations pour faire le ravitaillement. L'hiver, on va parler de canot à glace plutôt, pour aller faire le ravitaillement, pour traverser à Montmagny ou encore se rendre jusqu'à Québec. Donc, du point de vue de l'autosuffisance alimentaire, Gros-Île n'est pas complètement autosuffisante. Surtout que les premières saisons, c'est une présence qui est exclusivement saisonnière, donc on va se ravitailler. Plus tard, toutefois, on a un village qui va se mettre en place à partir des années 1870 avec une présence plus permanente et eux vont avoir des formes de culture. Donc on parle de petits potagers, de porcheries. Ça, c'est ce qu'on avait ici, avant les hangars, qui sont venus plus tard au XXe siècle. Là. Ouais. Ici, il y avait donc des potagers, il y avait des gens qui travaillaient des jardins communautaires. Exactement, c'est ça. Bien après, en fait, le passage des Irlandais, à partir des années 1870, il y a vraiment un village qui va s'installer de façon permanente ici. L'essentiel des activités des habitants se déroule dans ce secteur-là. Donc, on avait des blocs multifamiliaux, des appartements. On se trouve ici sur le perron de la chapelle catholique, qui était le centre névralgique du village. Et vous aviez, par exemple, ça, des poulaillers, des porcheries, des petits potagers, des zones où on pouvait cultiver du foin pour le bétail, des zones de pâturage, qui pouvaient nourrir en partie le village, auquel on ajoutait un ravitaillement. Bonjour, bonjour. Ben moi c'est Lucienne Masson, je suis la fille de Monsieur Masson, vous l'avez peut-être rencontré aujourd'hui, c'est le charretier du village, mais c'est aussi lui qui va conduire l'ambulance pour amener les immigrants malades dans les hôpitaux. Bon, moi j'ai pas à faire trop avec les immigrants, là. Moi je suis plutôt responsable de la musique à la chapelle. Donc je connais tout le monde, puis tout le monde me connaît ici. Pendant l'été, pendant la saison estivale, là, on a à peu près 200 personnes qui vont vivre dans le village. Bon, pendant l'hiver, on a certains d'entre eux qui vont quitter, là, toutes les corps de travail, comme les infirmières, les médecins vont quitter. Puis on a seulement là, une 70 personnes qui restent au village. Puis moi, ben, je chante, puis je joue de la musique ici dans la chapelle pour tout ce beau monde-là. Et on voyait un peu plus haut, ben, elle n'existe plus, mais il y avait une boulangerie. Oui, en fait. Oui, on est vraiment, comme je dis, dans le cœur de ce qui était le village de Gros-Île. Oui, exactement. Et puis on a vu aussi bon, la maison de l'architecte, enfin de l'intendant, on va dire, l'ingénieur intendant. Oui, l'officier des travaux publics, ouais, l'ingénieur en charge de la construction des bâtiments. Oui. Donc on a vraiment, quand on se promène sur Gros-Île, en fait, on revit complètement la vie réelle. Et là, on a même vu des personnifications, en fait, ouais. de certaines, que ce soit des curés certains jours, comme tu me disais, mais là, on a vu une infirmière, on a vu... ici d'ailleurs à l'église. La fille du charretier, Lucienne Masson. Ouais. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose à la fois d'éteint, je veux dire d'une certaine façon, parce que Gros-Île ne vit plus, il n'y a plus de population vivante ici, mais il y a quelque chose de vivant quand même, parce que Parc Canada, de par ses visites, recrée une certaine vie ancestrale, on va dire, de Gros-Île et de la période pandémique. Oui, tout à fait. On essaie du mieux qu'on peut de faire vivre ces lieux qui, dans les faits, sont muets. On parle de bâtiments, des bâtiments qui ont quand même bien survécu à travers le temps. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, c'était un lieu de vie et de mort. Hein. Il y a eu énormément de mortalité à Gros-Île. Oui, on a vu des cimetières tout à l'heure d'ailleurs, des cimetières d'enfants au bout de l'île, à l'est. Oui, qui sont très marquants des premières saisons, qui ont été plus chaotiques. Mais simultanément, on a une vie de village qui est florissante, avec une petite école, les enfants des résidents qui vont être ici, qui vont avoir des cours pendant la belle saison. En termes de séjours les plus longs, on va parler de séjours qui vont s'échelonner sur des décennies, en fait, pour des résidents qui sont permanents, qui ne font pas la quarantaine ici, mais qui vont naître et grandir à Gros-Île. On en a des exemples, par exemple, le charretier du village, un dénommé Pierre Masson, surnommé Pitt. Les Massons sont une famille extrêmement importante à l'époque de la station de quarantaine ici, et eux vont grandir et travailler au gré des saisons de quarantaine sur le site. Donc, pour les résidents, ça va être des fois l'histoire d'une vie, finalement, le séjour qu'ils vont faire ici. Alors, Philippe, effectivement, Gros-Île, on sait tous l'histoire un peu de Gros-Île et de la quarantaine, parce que Parc Canada en fait une bonne promotion et une bonne pédagogie, mais on a du mal à saisir ce que tu viens de nous dire, en fait, que des gens sont nés et sont morts ici. Alors, on a toujours l'impression que c'est une île de passage. Alors, ça l'est aujourd'hui, mais effectivement, explique-nous exactement comment, au fil des années, au fil des siècles, cette île a été aussi une île très habitée, en fait.
Certes, ce sera une île de passage pour des centaines de milliers d'immigrants qui vont passer à Grosse-Île, mais pour des habitants, ce sera vraiment l'histoire d'une vie en fait qui se déroule ici. Dans les grosses saisons, on atteint des 200-250 paroissiens. Donc, on a vraiment un petit village qui est en place, qui s'appelle Saint-Luc de Grosse-Île, qui comporte ses chapelles, chapelle catholique, chapelle anglicane, son bureau de poste, son centre de télégraphie, des blocs multifamiliaux, tout ce qu'il faut finalement pour qu'il y ait une vie de village sur le site. Donc, autant le personnel infirmier, les médecins, mais également tout ce qui est nécessaire pour l'entretien d'un tel site. Personnel hôtelier, des gens également comme des charretiers, des ingénieurs, des électriciens. Grosse-Île va posséder l'électricité très tôt, au début du 20e siècle, dès 1902. Donc, on a vraiment une station qui, au fil des ans, devient extrêmement moderne, extrêmement confortable, qui va être à l'avant-plan des stations de quarantaine en Amérique du Nord. Strictement rien à voir avec les premières saisons, beaucoup plus catastrophiques. À la fin du 19e siècle, Grosse-Île est dans son âge d'or. Dans la visite qu'on a fait tout à l'heure avec toi, Philippe, au Lazaret, on a vu en fait qu'il y avait des filtres rouges dans les fenêtres et on comprenait en fait que les médecins avaient déterminé que si on était atteint de la variole, il fallait éviter d'être en contact avec le soleil. Donc en fait, explique-nous un peu quel est le rôle qu'a eu le Lazaret sur Grosse-Île, qui semble être un des bâtiments les fétiches, je dirais, de Grosse-Île en fait. Sachant aussi que la variole, qui a été découverte au 19e siècle, si je ne me trompe pas, n'a été éradiquée qu'en 1977, ce qui nous explique qu'une pandémie, ça peut durer longtemps parfois. Si le Lazaret de 1847 est un des bâtiments fétiches de Grosse-Île, c'est bien parce qu'il est très parlant. Il est très évocateur quant aux différentes phases qui ont ponctué la station de quarantaine. On entre dans la première section, dans une salle de 1847, dans un abri de fortune, essentiellement un hangar qui a été aménagé pendant la saison de toute urgence parce qu'on manquait de place. Mais au fil du bâtiment, on fait un voyage dans le temps. Et la salle dont tu nous parlais, Yannick, la salle rouge de 1904, témoigne vraiment d'une innovation du point de vue des connaissances médicales. On raffine nos connaissances médicales qui sont incomparables à la fin de la station à ce qu'on avait au départ. Au départ, quand Grosse-Île ouvre, on n'est même pas au fait de l'existence des microbes, des principes clairs de la contagion, l'existence des germes. Louis Pasteur, grand scientifique français, va publier sa théorie des germes au courant des années 1880. Et ça va profondément changer la donne pour des stations comme Grosse-Île. C'est à partir de ces décennies-là qu'on va s'équiper avec des processus de désinfection, de vaccination. La vaccination pour la variole va commencer à Grosse-Île dans les années 1880. À partir de 1887, c'est obligatoire. Et on le voit, ça prend presque un siècle de vaccination d'ici presque le début des années 1980 avant qu'on puisse éradiquer cette maladie. Donc, on a à Grosse-Île finalement les premiers efforts entrepris par la santé publique pour lutter contre les grandes pandémies, ce qui est dans la continuité parfaite de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut comprendre que même parmi le personnel de la station, on va avoir un surintendant, le docteur Frédéric Montisambert, un personnage qui est extrêmement en avance dans son temps, un génie, un visionnaire qui va être très au fait des dernières connaissances médicales et scientifiques. Lui est en contact avec les Français, avec Louis Pasteur, avec les Américains, avec les efforts quarantenaires qui sont faits là-bas. Il va vraiment tenter de les instaurer ici à Grosse-Île. Monsieur Montisambert sera pendant 30 ans le surintendant de la station et c'est à lui qu'on doit la majorité des infrastructures modernes encore visibles aujourd'hui, notamment l'édifice de désinfection. Édifice qui sert à désinfecter les bagages, à ce que les immigrants prennent des douches décontaminantes. On a vraiment quelque chose qui est extrêmement contrastant avec les premières saisons de quarantaine. C'est vraiment l'édifice de désinfection, l'emblème d'une quarantaine qui est sanitaire, qui est scientifique, qui est beaucoup plus près de ce qu'on a aujourd'hui. Donc on a appris, évidemment, au fil des décennies, une station qui est ouverte pendant un siècle témoigne beaucoup de l'évolution des connaissances médicales et scientifiques de ce siècle qui a été marquant du point de vue des révolutions technologiques ou médicales. Au fil des années, au fil des siècles, au 20e siècle, il y a une période, les années 40-50, où c'est l'armée américaine, l'armée canadienne qui sont ici. On connaît tous l'histoire de l'utilisation, de l'étude sur l'anthrax. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Est-ce qu'on a un peu un historique de ça? Il s'est passé quoi avec l'anthrax à Grosse-Île? Tout à fait. On a certaines informations sur ce volet-là. Il faut comprendre que c'est des projets militaires qui étaient très secrets. Ce qu'on a provient essentiellement de documents qui ont été déclassifiés dernièrement, qui ne sont pas très riches de contenu. On sait que c'est des projets qui ont lieu de 42 à 56. Donc, 1942, l'armée canadienne arrive ici et commence ce projet de recherche sur l'anthrax. En fait, c'est des projets qui se déroulent en deux temps. On a d'abord ce qu'on appelle le projet N, qui, elle, vraiment s'attarde à l'anthrax, à ce qu'on appelle la maladie du charbon. Donc, c'est une zoonose, une maladie animale qui peut s'attaquer, par exemple, au système pulmonaire et peut être éventuellement transmissible à l'être humain. Et l'anthrax était développé comme potentiel contre-arme contre l'Allemagne nazie. On pensait en fait qu'eux étaient en train de s'équiper en termes d'armes bactériologiques et les alliés, donc canadiens, américains et britanniques, s'étaient concertés
pour commencer à travailler sur ces projets-là à Gros-Îles. Vous connaissez peut-être Frédéric Banting, qui est un scientifique canadien, prix Nobel, qui a découvert l'insuline. Eh bien, Banting est à l'origine de ces projets-là. C'est en 1939 qu'il a initié le projet N pour faire les travaux de recherche sur l'anthrax. Donc, on avait déjà grossé les infrastructures sanitaires, des laboratoires, des étuves qui étaient utiles pour l'incubation des bactéries. On a réutilisé ces infrastructures-là au courant de la Seconde Guerre mondiale. Il faut comprendre que c'est un projet qui a été interrompu abruptement toutefois. Après le projet N, il n'y a pas eu d'autres projets? Oui, il y en a eu plusieurs autres. On a le projet N qui est de 42 à 44 et simultanément, on a ce qu'on appelle le projet R. R pour Rinderpest, qui est la peste bovine. Donc ça, une autre zoonose, une autre maladie animale sur laquelle les chercheurs vont travailler ici. On voyait ça à l'Angare tout à l'heure, quand on est allé voir l'ambulance avec le cheval et on voyait les anciens entrepôts, en fait les anciennes étables bovines. Puis ça va m'amener justement à l'autre période que je voudrais évoquer avec toi, Philippe, les années 60, où ce que je comprends, c'est que il n'y a plus d'humains en fait qui viennent ici, c'est terminé, on ne reçoit plus les humains en quarantaine, mais on reçoit les bovins qui arrivent de l'étranger en fait. Voilà, tout à fait. Donc on est passé d'une quarantaine qui était humaine et avec la présence des militaires, on va progressivement vers une quarantaine animale, puisque les projets de recherche qu'ils font traitent principalement maladies animales, l'anthrax, maladie du charbon, peste bovine. Et c'est ici qu'on aurait découvert et compris la peste bovine en fait? Est-ce qu'on peut dire ça? En fait, ici, on va développer un vaccin contre la peste bovine qui va être utilisé à partir de 1946. Notamment, certaines doses qui ont été développées ici à Gros-Îles vont même être envoyées à Shanghai, en Chine, pour traiter des infestations de bovins là-bas. Donc, les projets sur la peste bovine, dans un contexte d'après-guerre, ça va être Là, on est utile. dans les années 65, 70? Là, on est à la fin des années 40. Vraiment à la fin des années 40 et début des années 50. Puis les bovins ici, parce que là, les hangars qu'on voit ici, qui étaient les anciennes étables, ça, c'est des années 60. C'est un peu plus tardif, c'est ça. Il est important de ne pas confondre cette période de recherche sur les maladies animales, de recherche et d'études, avec une période où on a davantage une quarantaine qui est utilitaire. Donc ça, ces infrastructures-là, ce sont des étapes de 1965 qui vont être en opération jusqu'à la moitié environ des années 80, quand le site commence à ouvrir aux visiteurs. Et ça, ce sont pour les bovins, notamment les vaches de race charolaise, c'est pas facile à dire, qui nous arrivent d'Europe, qui vont faire un séjour ici pour ne pas faire entrer les maladies sur le continent. À ce moment-là, ce n'est plus la peste bovine, mais bien la fièvre afteuse, ce qu'on appelle également foot and mouth disease en anglais, qu'on ne veut pas faire entrer sur le continent. Donc le séjour, généralement, va durer environ 6 mois. Ce sont des bovins qui vont quitter l'Europe, généralement faire un arrêt de quarantaine à Brest, en Bretagne, un 6 mois là-bas, ils quittent à l'automne, et ensuite, ils arrivent pour un autre 6 mois durant la saison hivernale ici à Gros-Îles. Donc des cubicules avec les différents animaux. Alors, si je comprends bien, Philippe, Gros-Îles, on comprend que c'était une île de quarantaine pour des humains à différentes périodes, à travers les siècles. Ça a été aussi une quarantaine finalement pour les bovins. C'est aussi un lieu de recherche, vétérinaire pour Agriculture Canada. Quel a été le rôle exact d'Agriculture Canada dans ces recherches, en fait? Donc, la vocation du site, à partir des années 50-60, alors que c'est sous la juridiction de l'Agriculture Canada, va se diviser principalement en 2 volets. Dans un premier temps, le volet de la quarantaine animale, principalement pour les bovins qui arrivent d'Europe, qui font un séjour d'isolation, et le deuxième volet est davantage pédagogique. On va avoir des cours, des formations qui vont être données ici l'été sur les maladies exotiques, qui pourraient risquer d'infecter le bétail qu'on trouve ici au Canada. Et c'est une station vétérinaire qui va même acquérir une certaine réputation à l'international pour toutes sortes de formations qui seront données pendant l'été. Des maladies, par exemple, comme la fièvre afteuse ou encore la peste porcine, qui vont sévir dans les années 60 en Ontario. Ces genres de maladies qui vont être diagnostiquées ici à Gros-Îles et sur lesquelles on va travailler. En Saskatchewan également, des éruptions de fièvre afteuse vont être diagnostiquées et on utilise Gros-Îles finalement comme centre de recherche et de pédagogie. Alors on comprend, Philippe, que Gros-Îles, effectivement, a aussi un lien très fort avec l'agriculture, ne serait-ce que par l'existence d'une certaine autosuffisance alimentaire pour les résidents de l'île, puisque tu nous expliquais qu'il y avait certains jardins communautaires, mais aussi parce que tu nous as expliqué en fait qu'il y a des vaccins, il y a des recherches qui ont été faites ici, que ce soit pour le bovin, pour le porcin, mais il y a aussi un lien intéressant, c'est que M. Dionne, la corporation 84, si je ne me trompe pas, M. Dionne crée la corporation de Gros-Îles, et M. Dionne est médecin vétérinaire d'Agriculture Canada en fait. Alors oui, effectivement, c'est Jean-Marie Dionne, un ex-médecin vétérinaire qui a travaillé ici à Gros-Îles sous le temps d'Agriculture Canada, qui va être l'instigateur des premières visites guidée qu'on retrouve ici sur le site. Il va fonder en 1984 ce qu'on appelle la Corporation pour la mise en valeur de Gros-Îles. Il va organiser en fait les premières formes de visites qu'on retrouve sur le site.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, simultanément, il y a encore la quarantaine vétérinaire qui a lieu. Donc, c'est des projets qui vont chevaucher essentiellement entre 84 et 88. Et progressivement, mais ça va passer dans les mains de Parcs Canada. Transfert administratif entre 88 et 90, et progressivement pour se diriger vers les visites telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc initialement, c'est un ex-employé d'Agriculture Canada, quelqu'un de la région, qui est derrière finalement la mise en valeur du site sous ses premières formes en 1984. Alors, Gros-Île, c'est beaucoup de visiteurs, donc c'est une certaine visibilité finalement que Parcs Canada lui donne. Mais Gros-Île fait des émules aussi, parce que pas loin d'ici, dans l'archipel, il y a l'île aux Grues, il y a une fromagerie célèbre qui a créé le Riopel et divers autres fromages, dont le tome de l'île. Alors, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est... on va chercher comment le nom de Gros-Île? Est-ce qu'on demande l'autorisation en fait à Parcs Canada? Est-ce que Gros-Île est une propriété de Parcs Canada? Donc on fait un fromage, on demande, il y a une collaboration pour ça? Alors bien sûr que non, il n'y a pas de propriété intellectuelle liée au nom d'un fromage qui porte le nom de Gros-Île. La Gros-Île, c'est un toponyme dans la région qui évoque beaucoup de choses pour les gens évidemment des environs, pour le Canada dans son histoire générale, considérant que ça a été pendant longtemps la porte d'entrée du pays. Donc d'appeler un fromage comme la tome de Gros-Île ainsi, à mon sens, c'est un hommage qu'on fait à un lieu qui a été extrêmement marquant dans l'histoire du Saint-Laurent et l'histoire de l'immigration qu'on a ici au pays. Il faut comprendre que la saison 1847 est vraiment hors norme. C'est une anomalie dans l'histoire de Gros-Île en termes de taux d'immigrants qui arrivent ici. En majorité irlandais, on parle à peu près de 60% d'entre eux, mais non également des gens des îles britanniques, d'Écosse, de Grande-Bretagne qui arrivent durant cette saison-là. Au début de la saison, on s'attendait à recevoir peut-être 25 à 30 000 immigrants. Dans les faits, c'est 100 000 qui vont déferler sur la station pendant cette saison qui sera absolument anarchique et chaotique. 3 fois plus que ce qu'on anticipait. On manquait d'infrastructures, on manquait de personnel, les connaissances médicales étaient déficientes, en plus des conditions extrêmement insalubres qui régnaient à bord des bateaux. C'est le typhus, la principale épidémie, qui va faire des ravages durant l'année 1847. On parle de 5424 Irlandais qui vont être enterrés ici sur le site, dans ce grand cimetière. Ça va être leur premier contact avec l'Amérique et ce sera le dernier pour plusieurs d'entre eux. Maintenant, il est important de comprendre ce qui les pousse de l'Irlande. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a 100 000 Irlandais qui déferlent en l'espace d'une saison quarantenaire? Bien, la grande famine sévit à ce moment-là en Irlande. C'est un sujet qui est très complexe. Je vais essayer autant de faire ce peu d'en présenter les grandes lignes. Il faut comprendre que la situation agricole, elle est très précaire en Irlande. Dès 1845, en fait, on a l'arrivée d'un parasite, le mildiou, un pseudo-champignon qui va infester les récoltes de pommes de terre. De 45 à 49, la famine sévit et les Irlandais vont perdre à peu près toute leur forme de subsistance, qui est la pomme de terre, la patate. Par contre, s'ils se tournent vers la pomme de terre, ce n'est pas par choix, mais bien par nécessité, puisqu'ils sont dans des conditions d'extrême pauvreté. La majorité de l'Irlande est paysanne, ce sont des classes paysannes qui sont généralement non pas des propriétaires terriens, mais des rentiers. Comprenez que les inégalités sociales sont très très fortes en Irlande à ce moment-là. À peu près 80% de la population est confinée d'environ 15% des terres agricoles. Les meilleures terres sont plus dans l'est du pays, appartiennent à des landlords, à des propriétaires terriens, généralement qui entretiennent des bons liens avec la Grande-Bretagne. Donc c'est une situation où l'Irlande est sur le joug de la domination britannique, où il y a tout un appareil juridique qui est très discriminatoire envers les Irlandais, plus particulièrement les catholiques, auxquels par exemple on interdit de posséder des terres. Dans ce contexte, ce sont des rentiers qui vont finalement payer en nature, payer en redevance agricole les propriétaires, d'où le fait de se tourner vers la pomme de terre. La pomme de terre sera une bénédiction pour ces classes paysannes extrêmement pauvres. Elle permet de survivre. On estime que durant les années 1830-1840, un Irlandais moyen va manger environ de 2 à 5 livres de pommes de terre par jour. C'est énorme. C'est vraiment à la base de leur alimentation. C'est une variété en particulier qu'on cultive, la lumper. On fait des monocultures. Toutefois, quand vous êtes dépendant d'un seul aliment pour survivre, vous le perdez, bien, vous perdez tout. Et c'est ce qui va se produire à partir de 1845, quand le mildiou commence à faire des ravages. Le bilan sur la démographie est catastrophique. On parle d'1 million d'Irlandais qui vont périr sur le pays de la famine et 1 million qui vont quitter vers l'Amérique. Parmi ce million, en 1847, 100 000 vont transiter par Gros-Île durant la saison toute particulière qu'on appellera plus tard la saison des Irlandais. Alors, on a ici un monument qui est à l'ampleur de la tragédie de 1847 qui a marqué les esprits dans la région. On parle de 5000 Irlandais qui sont morts durant cette saison-là et qui ont été enterrés ici à Gros-Île. Donc, au fil des ans, on va ériger différents monuments. Celui-ci, notamment,
qui est de 1909. Donc ça arrive bien après la tragédie irlandaise de 1847. C'est une croix celtique, une croix catholique, qui a été érigée par un ordre catholique irlandais. Remarquez ici AOH, ancien ordre des Hiberniens. Donc c'est une fraternité associative, l'ordre des Hiberniens, qui existe encore à ce jour, de la communauté irlandaise, qui sont responsables pour l'érection de cette croix-là. Elle fait 14 mètres de haut et compterait parmi les plus grandes croix celtiques qu'on trouve à l'heure actuelle dans le monde, et certainement la plus grande en Amérique du Nord. L'idée étant bien évidemment de l'apercevoir quand on passe en navire devant Grosse-Île. Les enfants des Gaëls moururent par milliers sur cette île, ayant fui les lois des tyrans étrangers et une famine artificielle durant les années 1847-1848. Que la bénédiction loyale de Dieu soit sur eux, que ce monument soit un témoin de leur nom et de leur honneur par les Gaëls d'Amérique. Que Dieu sauve l'Irlande. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut cette quotidienne spéciale en région, comme nous le faisons depuis quelques semaines. Merci Philippe Bernier-Moisan, guide interprète pour Parcs Canada. C'est un grand plaisir de découvrir Grosse-Île avec vous et de comprendre le rôle de l'agriculture aussi qui a existé finalement sur Grosse-Île. On va attendre une chose maintenant, c'est peut-être un bateau, sinon on risque de dormir ici cette nuit. On vous garde en quarantaine. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous aujourd'hui. En tant qu'insulaire, on ne sort pas souvent d'ici, donc c'est toujours très agréable d'avoir des visites. Merci. Merci. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Toute l'équipe de Belle-Île, Solutions Nutrition, est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez.